Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est en plein cœur de la célèbre Côte d'Azur que nous posons aujourd'hui nos valises. Loin des clichés touristiques, ce petit bout du sud-est de la France, enclavé entre mer et montagne, est une terre de contrastes et de traditions tenaces. Vous croiserez d'abord la route du village de Bormes-les-Mimosas, au charme et à l'authenticité préservée. Non loin de là, vous découvrirez les 1000 richesses du massif de l'Estérel, avant de vous laisser enivrer par les saveurs de la cuisine provençale. C'est bien, il a fait ça toute sa vie. La deuxième étape de notre voyage nous emmènera à la découverte du pays cannois. Ces petites îles préservées loin du tumulte de la ville, son artisanat millénaire, mais aussi ses châteaux de charme, les pieds dans l'eau. Maintenant que tu me dis ça, je la regarde d'un tout autre œil. Enfin, vous serez séduit par Nice, la capitale azuréenne, dont vous découvrirez tous les secrets de sa vieille ville colorée. Sans oublier ses alentours, qui vous mèneront vers des villages suspendus au panorama à couper le souffle. C'est un des 100 lieux qu'il faut voir, là. Tout à fait, oui. Partons tout de suite à la découverte de cette région, riche et contrastée, en compagnie de ceux qui l'aiment, l'animent et la protègent. Pour débuter notre voyage azuréen, direction la partie la plus à l'ouest de la Côte d'Azur, à la découverte de celle que l'on appelle la Côte Varoise. Une côte préservée qui vous séduira par ses immenses forêts et ses criques sauvages. Mais la Côte Varoise est aussi célèbre pour abriter dans ses terres des villages au charme ravageur, à ne surtout pas rater. Petit paradis provençal perché sur une colline, le bourg médiéval de Bormes-les-Mimosas est une étape incontournable pour les amoureux de vieilles pierres et les passionnés d'histoire. Julien est un enfant du pays qui porte les couleurs de son village jusque dans son métier. Spécialisé dans la culture du mimosa, ce pépiniériste est passionné des plantes, mais aussi de son village. Pour en connaître tous les secrets, Julien fait confiance à son amie Carole, guide intarissable sur l'histoire du village, dont la construction remonte au XIIe siècle. Pour retrouver les traces de cette époque, c'est sur la place la plus célèbre de Bormes qu'il faut se rendre. Julien, ici nous sommes au cœur du village médiéval. Tu peux voir d'ailleurs que l'on construisait autrefois en hauteur pour gagner de la place, parce que le village, il était resserré entre les remparts. D'accord, Voilà. il y avait des fortifications. Exactement. Longtemps peuplé de pêcheurs, le village s'est d'abord établi en contrebas, au plus près de la mer. Les habitants ont progressivement émigré sur les collines pour échapper aux attaques des Sarrasins et ont commencé à y bâtir les premières maisons. Des maisons dotées d'une astuce locale. En témoignent ces drôles de voûtes disséminées un peu partout dans le village, véritables signatures de Bormes. On les appelle les cubaires. Ça vient de couverts. Ce sont des passages voûtés que les propriétaires faisaient autrefois sous les maisons pour faciliter le passage. Ils servaient aussi de lieu d'abri. Comme on avait peu de place, on entreposait sous ces cuverts les sacs de blé. Et puis l'été, les villageois adoraient se retrouver oui, tu sous m'étonnes. ces cuverts. Au frais, C'était des lieux de c'était le veillée, top. voilà, à la fraîche. C'est en empruntant ces voûtes que nos deux amis poursuivent leur balade. Au fil des ruelles, l'histoire de Bormes-les-Mimosas continue de se dévoiler.
Alors là, je vais t'amener dans une rue que tu connais certainement, la rue Rompicou. Oui, que je connais. Est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle comme ça et qu'est-ce que ça veut dire? Je me souviens plus. Alors raconte-moi. Alors la rue Rompicou, c'est la rue Cascu, en provençal. Cascu, ouais. Pourquoi on l'appelait comme ça? Parce que c'est une des plus longues rues de Bormes. Elle a 83 marches. Ouais. Elle permet de rejoindre le bas du village. Et c'est vrai qu'autrefois, comme les gens étaient très peu soucieux de l'hygiène, ils avaient l'habitude de jeter par les fenêtres les eaux usées, les ordures ménagères. Du coup, elle était toujours très glissante, on y tombait souvent. Elle est devenue la rue Rompicou, la rue Cascu en provençal. Donc on va faire attention de ne pas se casser Oui, la c'est figure. vrai. C'est sans tomber que nos deux guides du jour continuent d'arpenter le village et croisent inévitablement les stars de Bormes. Alors, regarde ça, cette voûte de Bougainvillers, comme c'est beau. C'est ça. C'est vraiment canon. Le paradis. Bormes est en effet un paradis pour les yeux, mais aussi pour les fleurs. Célèbre pour se parer l'hiver du jaune du mimosa, qui pousse ici en nombre, le village est une terre de prédilection pour pas moins de 700 espèces différentes, des plus classiques aux plus rares. Et quand il s'agit de parler de la végétation borméenne, c'est notre spécialiste qui prend la main. Tiens, regarde l'hibiscus. Ah ben voilà. Ça, c'est vraiment typique de la végétation exotique qu'on peut avoir à Bormes parce qu'il y a un microclimat dans le village. Ouais, il pousse pas n'importe où. Ah Dans la non. plaine, ça Dans serait la plus plaine, par difficile. exemple, ça serait pas possible. Les D'accord. gens ne comprennent pas, mais ici, il y a un climat qu'il n'y a pas 500 mètres plus bas dans la plaine de Bormes. Et d'ailleurs, parmi les plantes un peu rares et tropicales et tout, je vais t'en montrer une autre. Ah, Tu vois, ok. c'est juste là. Montre-moi, Regarde. je veux bien. La fleur jaune, là, tu vois. Ah oui, ah, elle est chouette. Donc ça, c'est celle-là. une plante qu'on appelle la Solandra maxima. Ok. Ça vient d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Et ça, c'est le genre de plante assez exceptionnelle, très rare, qui pousse vraiment que dans des endroits où le climat il est très doux. Et c'est très odorant. Le parfum est intermédiaire à la banane et à la noix de coco. Et c'est une plante qui sent vraiment très bon. On voyage dans les îles, là. Hein. Exactement. Un voyage dans le vieux Bormes qui s'achève en hauteur. Depuis les hauts du village, le panorama sur le littoral varois est exceptionnel. Si la beauté du vieux village n'est plus à démontrer, à quelques mètres de là, une autre célébrité fait la réputation de Bormes depuis plus de 50 ans. Dissimulé derrière les pins, au sommet d'un piton rocheux, le fort de Brégançon est la résidence d'été des présidents français. Depuis 2013, la demeure ultra privée ouvre ses portes au public 3 mois dans l'année pour les beaux jours. Aujourd'hui, c'est avec Bernard, l'administrateur des lieux, que Julien s'offre une visite privée. Et bonjour Bernard. Bonjour Julien, bienvenue au fort de Brégançon. Merci. On va commencer la visite. Allez-y. Je vous en prie. L'histoire de cet ancien fort militaire est très ancienne. Occupé dès 128 avant Jésus-Christ, il permettait, grâce à sa position stratégique, de surveiller les rades de Hyères et de Toulon. À la Révolution, le fort devient une propriété de l'État, et c'est au milieu des années 60 qu'il rencontre son destin. Et alors, donc, ce fort, comment est-il devenu résidence présidentielle? Par hasard. En fait, le général de Gaulle, en 1964, vient le 15 août pour les commémorations du débarquement allié en Provence à Toulon. Et en fait, les services de l'Élysée n'ont pas trouvé de lieu pour dormir. Alors, le député de Saint-Raphaël va lui susurrer à l'oreille qu'il y a une propriété de l'État, le fort de Brégançon. Donc, les services de l'Élysée vont aménager très rapidement le fort et le général de Gaulle va passer une nuit ici, au fort de Brégançon. Séduit par la beauté du lieu, De Gaulle décide d'en faire dès l'année suivante la résidence d'été officielle des chefs d'État. Pourtant, la nuit qu'il a passée ici n'a pas été de tout repos. Le général de Gaulle dira qu'il avait passé une nuit absolument épouvantable puisque le lit était trop petit et qu'il avait été piqué par les moustiques, pire que lors de son séjour en Afrique avant la guerre. Je vous en prie. À l'intérieur du fort, loin des dorures de l'Élysée, la décoration allie élégance et sobriété. Ici, chaque président a laissé ses traces. Dans le salon, c'est la modernité des Pompidou qui s'affiche. Dans la grande salle à manger, c'est une ancienne première dame qui a marqué son empreinte avec une décoration plus surprenante. En fait, c'est le mobilier qui a été mis en place par Anémone Giscard d'Estaing, un mobilier qui tranche, plus classique, plus fleuri que la modernité des Pompidou. Suite de la visite à l'étage. Ici, tout ne se visite pas, mais la pièce stratégique du fort, elle, est bel et bien accessible.
Là, Bernard, je présume qu'on est dans le bureau des présidents. Oui, nous sommes au cœur du fort de Brégançon, ou en tout cas au cœur du pouvoir de la présidence de la République. Lorsqu'on est au fort de Brégançon, on est dans le bureau du président de la République. Ce bureau n'a pas été modifié. C'est le bureau sur lequel a travaillé Georges Pompidou et l'ensemble des présidents de la Ve République. Des présidents qui sont ici en vacances, mais n'en oublient pas pour autant leurs fonctions. Quelques-uns plus que d'autres d'ailleurs. Bernadette Chirac se plaignait beaucoup de l'attitude de Jacques Chirac ici à Brégançon, qui passait ses vacances à travailler entre 8 et 10 heures par jour. De retour à l'extérieur, baladez-vous dans les sublimes jardins du fort. Jacques Chirac, François Mitterrand ou encore Georges Pompidou, tous ont foulé ces pelouses durant leur mandat, avec plus ou moins d'assiduité. Là, Bernard, de nos présidents, qui venait le plus ici? Alors, le président Sarkozy et le président Hollande sont venus assez peu. Valéry Giscard d'Estaing venait passer surtout des vacances de printemps, ici, avec son épouse et ses enfants. Et puis, le président Chirac est venu souvent. Ouais. Alors, même s'il a fait cette déclaration « Je m'emmerde » à Brégançon, pourtant, il est venu très souvent, tout simplement parce que c'est une région qu'il connaît très bien. Il a vécu dans cette région durant son adolescence. Oui, tout à fait. Au Rayol Canadel, d'ailleurs, aussi. Au Rayol. Donc, c'est vrai que c'est un endroit qui lui est très cher. Jacques Chirac, qui devait sans doute aussi apprécier le panorama exceptionnel du lieu, dont ne se lasse pas non plus Bernard. Alors là, nous arrivons dans l'un des plus beaux endroits, en tout cas pour moi, un magnifique belvédère qui donne sur les îles d'Or. Ah ouais. De quoi continuer à honorer la fonction présidentielle dans un cadre enchanteur. La vue est superbe. Ne manquez pas vous aussi de venir admirer ce lieu empreint d'histoire qui vous offrira une plongée passionnante dans les coulisses du pouvoir. Et après être parti sur les traces des présidents, Julien vous conseille de vous éloigner un peu des côtes pour découvrir un site unique en France. À 60 km à l'est de Bormes-les-Mimosas, le massif de l'Estérel est un joyau provençal que vous ne devez rater sous aucun prétexte. Ces 32 000 hectares de sentiers pédestres, entourés de cette roche rouge, donnent à l'Estérel des allures de Grand Canyon. De quoi prendre un bol d'air frais dans une nature préservée. De quoi observer aussi une flore exceptionnelle dans une région qui décidément n'en manque pas. Marjorie est la spécialiste des plantes du massif et connaît l'Estérel comme sa poche. Voilà, on va commencer à descendre vraiment dans le canyon. Une partenaire de choix qui emmène Julien loin des sentiers battus, dans les gorges du Blavet, et va même réussir à surprendre notre pépiniériste. Alors tu la connais, mais tu l'as jamais vue, j'en suis sûre, à l'état sauvage. Les lauriers roses. Incroyable. Et on arrive vraiment... Ça alors? J'étais persuadé que c'était indigène plutôt de Turquie, Maroc, Portugal. J'aurais pas cru qu'il y en ait à l'état sauvage, spontané, ici. On est dans l'Estérel, on est sous climat méditerranéen. Le climat, lui, est favorable. Ici, dans des coins comme ça, encaissés, où il n'y a pas vraiment de courant d'air, eh bien lui, il a trouvé une zone refuge. Ok. Une plante rare, mais qu'il vaut mieux se contenter de sentir. Toutes les parties, que ce soit les pétales, les fruits, les feuilles, tout est toxique. D'accord. On ne peut même pas boire, imaginons là il y a une flaque, on ne peut même pas boire l'eau parce qu'ici, il y a des feuilles qui... À ce point, quoi. Voilà. Peut-être on a entendu parler, on est en Espagne à l'époque de Napoléon, des soldats s'arrêtent à la fraîche, ils décident de faire des brochettes avec des branches fraîches pleines de sève. D'accord. La sève va dans la viande et il y a plus d'une douzaine de soldats comme ça, qui ont été empoisonnés du cœur. Ils sont morts. Waouh, ah ouais. Voilà, donc très belle, mais dangereuse. Alors c'est rigolo, laurier rose ici, hautement toxique, et juste à côté de toi, tu as une plante comestible. Voilà, lui, il va agrémenter un plat en famille. C'est assez fou. C'est le paradoxe, quoi. C'est le paradoxe. Il est temps pour nos deux amis de remonter à la surface. Car Marjorie veut à nouveau en mettre plein la vue à Julien. Au programme pour lui, un atelier de teinture naturelle en hauteur et en plein air. Alors je te présente le nerf prune à la terne, pas comestible. Hein. Qu'on appelle aussi le rhamnus alaternus. Exactement. Julien a beau connaître son nom latin, il ignore encore les propriétés magiques de cette plante aux graines noires.
Regarde ça. Ouais, on dirait du poivre un peu. C'est une véritable plante tinctoriale. Autrefois connues sous le nom de graines de Perse, les baies de néprin, excellent colorant naturel, étaient très prisées des teinturiers de la région. Pour reproduire leurs gestes, Marjorie met très vite Julien à contribution. J'ai besoin que tu écrases bien, puisqu'on va faire un jus de fruits. Plus on aura de jus de fruits, et plus on aura une couleur intense pour teindre le coton, la soie. Aujourd'hui, j'ai amené de la soie. Parfait. Là, c'est vraiment parfait. Donc, il suffit ensuite de rajouter un petit peu d'eau, puisqu'on veut obtenir un jus de fruits. Pour révéler toute la couleur du néprin, reste à ajouter un dernier ingrédient naturel lui aussi. La pierre d'Alain. La pierre d'Alain. Donc, Ok. je l'ai déjà réduite en poudre. Je te laisse faire. L'avantage de l'aluminium, c'est qu'il rend lumineuses les couleurs. Très bien. Donc déjà, on a le bain qui est en train de changer de On couleur. voit déjà que la couleur change. Petit à petit, il était très sombre, il est en train de s'éclaircir. Ah ouais. Le bain de teinture est prêt à accueillir le foulard en soie. Donc je trempe la soie dedans Voilà. directement. Et dès que tu trempes la soie, le colorant va être fixé sur la soie. Ok. Tu auras fait une teinture. Une teinture qui révèle peu à peu sa couleur Tu as vu tout de suite déjà, on voit. Ouais. C'est incroyable. et réserve une dernière surprise à notre guide. Teinture couleur jaune mimosa. Bravo, super, ça a marché. Bon. Avec des fruits noirs faire du jaune. Hein. C'est incroyable, ouais. Mais la nature, elle est magique pour ça. Et on va voir, dès que ça sera sec, sa vraie couleur. C'est vraiment jaune, hein. C'est incroyable. Quittons cette nature magique pour retrouver le bord de mer. À 20 minutes de Bormes-les-Mimosas, direction le restaurant de Geneviève, une véritable institution dans la région. Oh, jeune, en plein préparatif. Ça va et toi? Bah, écoute, qu'est-ce je prépare la l'enchoyade provençale. Ok. Tu veux m'aider? Allez, Allez. volontiers. L'anchoyade est la recette incontournable de la région. Composée d'anchois, d'huile d'olive et d'ail pilé, elle se sert traditionnellement à l'apéritif. Un mets que tout bon Varois déguste dès le plus jeune âge. Et cette recette, tu la tiens d'où alors? Eh ben, écoute, ma grand-mère qui faisait l'enchoyade à la maison, Mhm. et j'allais chez elle, elle me faisait ça, Ouais. elle préparait sa pommade, je vais te montrer comment on fait la pommade. Ouais. Hein. Et puis, elle mettait la pommade qu'elle avait fait sur le pain grillé tout chaud. Ok. Une recette que Geneviève a fait évoluer à sa sauce. Si elle continue de l'agrémenter de quelques tranches de pain, c'est essentiellement accompagné de légumes et de crudités qu'elle la sert dans son restaurant. Je vais te montrer comment on la fait. On va piler l'ail, pas la peine de mettre de sel. Eh oui, Hein, les anchois les sont très anchois. salés. Une recette simple dont le secret de la réussite tient surtout au coup de main du cuisinier. Un exercice auquel Julien est définitivement rodé. C'est bien, Julie. Ah, il a fait ça toute sa vie. Et là, on va mettre, si tu veux, les filets d'anchois. Là. Regarde. Reste à ajouter le dernier ingrédient indispensable. Une bonne huile d'olive. Ouais. Parce qu'on trempe, il ne faut pas que ce soit Trop liquide. pâteux, Voilà, trop ni pâteux. trop liquide. Donc du coup là, faut y aller encore. Tu remues un peu doucement Ouais. et tu regardes s'il te reste des morceaux. Ok. Il faut qu'il y ait du morceau d'ail, des morceaux d'anchois. Ok, il faut qu'il en reste Tu encore vois? un peu. Voilà. Super. Ouais, je crois qu'on Attends, est pas trop regarde. mal, là, hein. Ah, je vais t'embaucher, hein, Bah, si sûr. continue. Je vais arrêter les mimosas, jeune. Oui, mais par contre, je pourrais peut-être pas t'aider, moi, au mimosa. Non, je suis pas sûr. Ah ouais, tu vois, c'est comme ça qu'on la mange ici. D'accord. C'est ok. comme ça qu'on l'aime. Ouais, top. Une fois la sauce terminée, il ne reste plus qu'à préparer les légumes et les disposer dans un plat. Mais attention, pas n'importe lequel. Ici, on ne plaisante pas avec la tradition. On va préparer notre nid de salade sur la Ok. phoque. Nous on dit phoque, mais la plupart des gens disent coisse. Oui, Voilà. ben, c'est du provençal. Eh oui, c'est, donc qui nous vient de notre chêne de Liège. Oh oui. Et c'est l'écorce du chêne dans laquelle traditionnellement on dresse notre enchoyade. Voilà, tu peux Ok. faire l'enchoyade, la bouillabaisse. Exact. Ah C'est ouais. hermétique. Imperméable, C'est ça boit pas. imperméable, ça boit pas, c'est esthétique. Et c'est superbe en plus, quoi. Donc J'adore. on a ça ici, pourquoi on s'en servirait pas? Exactement. Hein? Magnifique. Vive la Provence. Exactement. Et si on allait la déguster sur la plage, ça te Allez, dit? ah bah, Allez, sûr. on dit rien à personne. Allez, on y va. On va être bien, on va être bien. Chance qu'on a.
Regarde, C'est pas beau, franchement. fabuleux. Tiens, viens, on Allez, viens. s'assoit. Allez, à l'attaque. Juju, bon appétit. Tiens, toi serre-toi. aussi. Comment tu la trouves alors? Moi, je la trouve excellente. Tu l'as très bien préparée, Julien. Bravo. C'est grâce à toi. On n'est pas bien, là. Regarde ça, la chance qu'on a, comme c'est beau. C'est le paradis. Notre balade nous emmène à présent tout près de Cannes, ville indissociable de la Côte d'Azur. Mais cette escapade en pays cannois va nous éloigner aujourd'hui des clichés. C'est Carole, une cannoise d'adoption, qui sera notre guide. Si elle est amoureuse des charmes de sa vieille ville, elle aime aussi parcourir ses alentours, qui, à quelques mètres du tumulte de la ville du cinéma, regorge de trésors en tout genre. À 15 minutes de Cannes, le château de la Napoule surgit littéralement de la mer. Détruit, puis reconstruit à plusieurs reprises au fil de son histoire, il a été rebâti dans sa forme actuelle, au milieu du XXe siècle. Bonjour Nelsie. Bonjour. Alors, tu fais des vues du château de l'extérieur? Je l'adore ce château. Tu me le fais visiter? Bah ouais, avec plaisir. Super. Nelsie travaille ici et se passionne pour l'histoire de ce château. C'est en 1918 qu'un riche couple d'artistes américains rachète les ruines de la forteresse et décide de la reconstruire. Henri Clouse est un sculpteur plutôt fantasque. Son épouse, Marie, est architecte et paysagiste. Là, on arrive dans l'allée centrale qui a été entièrement restaurée par Henri et Marie Clouse juste après la Première Guerre mondiale. Quand ils arrivent ici, il est dans quel état le château? Donc, quand ils arrivent ici, le château il a été abandonné pendant de nombreuses années. Il reste les vestiges de la forteresse médiévale, les 2 tours, des morceaux du mur d'enceinte. Et tout le reste, c'est vraiment eux qui ont redonné vie et lettre de noblesse au château. Un château qu'ils veulent d'inspiration médiévale, tout en laissant libre cours à leur créativité. Pendant que Marie dirige le chantier, Henri peuple les lieux de sculptures originales, où l'art médiéval est librement réinterprété. Voilà, donc là, on arrive un peu dans l'univers fantastique d'Henri Clouse, avec cette espèce de bestiaire fantastique, imaginaire, un peu dans l'idée d'une mythologie, comme des espèces de petits monstres, des petits esprits. À l'intérieur du château, le couple a laissé là aussi la place à son exubérance. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la salle à manger gothique. Et donc les Clouse, ils l'ont un peu imaginé comme une espèce de nef d'église, avec la voûte, avec des fonds baptismaux. Ils ont imaginé comme une espèce d'entrée de chapelle romane, des vitraux. Ils mangeaient ici? Oui, c'était leur salle à manger. Ils utilisaient vraiment, donc c'était leur table de salle à manger. Et elle est faite en pierre à partir d'une meule d'un pressoir à huile d'olive, voilà, qui a été montée sur un pied Incroyable sculpté. cette table. Ouais, elle est incroyable, très imposante. Une plongée dans un décor de Moyen-Âge qui ne s'arrêtait pas là. Et donc les Clouse, ils théâtralisaient énormément leur vie en plus de leur environnement. Ils ont s'habillaient acheté aussi, ouais, tout à ils jouaient fait. le jeu jusqu'au bout. Et on peut le voir sur ce tableau-là. Donc on voit le couple vêtu avec les costumes médiévaux quand ils accueillaient leurs invités. Ils aimaient bien comme ça ce côté un peu. Ils sont très beaux. J'aurais aimé y être. Un projet fou que les deux amoureux avaient pensé jusque dans les moindres détails. Voilà, et là, c'est un peu l'apothéose de l'histoire d'amour des Clouse qui s'achève ici, finalement, dans cette tour où ils sont enterrés tous les deux dans une crypte qu'ils ont entièrement imaginée et aménagée. C'était prévu dès le début? Complètement. Dès le départ, sur les plans du château, on a cette tour qu'ils appellent la tombe, et avec l'idée d'y rester pour toujours. Et puis, en haut de cette tour, une pièce secrète qui n'a pas d'accès pour l'homme. C'est la pièce qu'ils ont conçue pour le repos de leurs âmes. Donc, ils reposent tous les deux en haut de cette tour. Voilà. C'est magnifique. Avec des petites meurtrières sur le jardin et sur la mer. Maintenant que tu me dis ça, je la regarde d'un tout autre œil. Un couple uni à tout jamais. Et un château devenu, grâce à eux, l'un des bijoux de la Côte d'Azur. À quelques kilomètres de là, dans l'arrière-pays, changement de décor. Tourette-sur-Loup est un petit village typiquement provençal, entouré d'oliviers. Les maisons sont un petit peu imbriquées les unes dans les autres, ce qui fait tout le charme un peu de ce vieux village. Carole nous emmène à la rencontre de Guillaume, un jeune artisan
qui a fait perdurer un art ancestral de la région. Là, on arrive à la boutique de mon père, qu'il a créée dans les années 50. Elle n'a pas beaucoup bougé depuis, elle est toujours comme ça. Saladier, bol, plateau, tout azuréen qui se respecte possède un objet fabriqué en bois d'olivier, l'arbre emblématique du coin. Un bois à la couleur et au relief unique que Guillaume sculpte avec passion. Voici donc tous les saladiers, tous les produits. Notre spécialité, les ronds, carrés, irréguliers, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il y en a a priori normalement pour tous les goûts. Ce sont des objets que je connais bien, puisqu'il y en a. Ma mère a un saladier, elle a une coupe à fruits aussi. Donc, Il y a une époque, il y avait un artisan du bois d'olivier par village, voire plusieurs artisans par commune. Et puis malheureusement, avec le temps, ils ont tous arrêté faute de repreneurs. Et je suis aujourd'hui l'un des derniers, donc pour trouver ce genre de pièces, maintenant, il faut venir chez moi. Il est très beau celui-là, je le prends. Ouais. Un bois très esthétique, mais aussi très difficile à travailler. Et Carole va pouvoir s'en rendre compte. Et voici mon atelier un peu particulier, une ambiance spéciale où mon père a travaillé pendant des années. Et le bois d'olivier, bien sûr, en tant que tel. Voici un morceau donc, qui est très dense, très lourd, effectivement. Là, on a bien déjà 25 kg de bois. Alors, comme on voit le bois, on voit qu'il y a beaucoup de défauts, beaucoup de fentes, beaucoup de petits défauts. Ça a à voir avec son âge ou Ça a à voir avec le fait qu'il est resté pendant de nombreuses années dans le jardin. Mais je vais me servir de ses défauts et de ses qualités, parce que autour des défauts, on a souvent une belle couleur, pour en faire quelque chose d'assez intéressant. C'est parti pour la fabrication. Guillaume s'attaque à la première découpe de l'objet à l'aide d'une scie à ruban. Des gestes qui demandent délicatesse et précision. Le fond sera ici, il est bien sain. Et là, donc, on va pouvoir déterminer la forme extérieure du saladier. Guillaume donne ensuite la courbe à son morceau de bois. De quoi commencer à reconnaître l'objet final. Et voilà maintenant, le saladier est sorti un petit peu du tronc. On arrive maintenant à peu près l'imaginer. Pour faire mieux que l'imaginer, Guillaume s'attaque à l'étape finale, l'épreuve la plus physique, qui consiste à creuser l'intérieur du bois d'olivier. Et voilà. Et donc là, on a notre saladier, en tout cas le volume intérieur qui est creusé maintenant. Et puis surtout, il va falloir le laisser sécher pendant plusieurs années maintenant. Pourquoi ? Il faut l'oublier pendant 3 années parce que là, le bois, il est encore gorgé de sève. Et il faut que le bois sèche correctement. Et la seule façon de sécher du bois d'olivier, la meilleure façon de sécher le bois en général, c'est naturellement. Et de prendre le temps. Il faut le temps qu'il faut. Voilà, il faut aller tout doucement. On ne triche pas avec l'olivier. Voilà. Après 3 ans de séchage, Guillaume recouvrira son saladier d'une résine alimentaire naturelle qui donnera tout son éclat au bois d'olivier. Un travail de patience que notre artisan exerce toujours avec le même bonheur. Donc à la fin, tu as quand même le goût du travail bien fait, la satisfaction. C'est important. Il y a déjà le travail bien fait, ça c'est sûr, et puis le travail du départ à la fin, trouver sa matière première, la travailler et la vendre après à ses clients. Et tout ça, ça m'a été transmis tout naturellement par mon père, parce que c'est lui qui m'a appris ce métier. Et donc j'ai appris tout petit à bricoler des choses dans l'atelier. Voilà, il a su me transmettre cette passion pour cette matière si noble et si précieuse. N'hésitez pas à pousser la porte de la boutique de Guillaume. Il vous dira tout de ce métier typique de la région, qu'il aime tant et qu'il espère un jour transmettre à son tour. Cette parenthèse dans les terres ne doit pas vous faire oublier la côte. Il est maintenant grand temps de prendre le large. Direction l'île Sainte-Marguerite, à 15 minutes à peine en bateau depuis Cannes. Crique paradisiaque, forêt à perte de vue, Sainte-Marguerite est l'île la plus visitée de France. Des visiteurs qui viennent ici profiter d'un cadre idyllique, mais aussi admirer la star de l'île, le fort royal de Sainte-Marguerite. Carole retrouve Christophe, le gardien des lieux, pour faire toute la lumière sur ce fort édifié au début du XVIIe siècle. Pour comprendre son intérêt stratégique, il faut prendre un peu de hauteur. Alors voilà, là, tu découvres finalement la raison d'être du fort. Ce point de vue absolument dominant, voilà, sur toute la côte. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Azur, mais il faut imaginer une côte assez sauvage, en fait. Et donc, on s'est installé là, justement, pour dominer cette baie. En fait, c'est 2 baies, Golfe Juan et la baie de Cannes, le Napoule. Et pour contrôler, évidemment, tout le commerce qui passait par ici. Le fort conserve son rôle défensif jusqu'à la fin du XVIIe siècle. C'est en 1687 que Louis XIV décide de faire de cette forteresse une prison d'État. Le fort est resté dans son état et aujourd'hui, on a un patrimoine qui est absolument remarquable. Exceptionnel.
Un fort au patrimoine unique qui doit aussi sa notoriété à l'un de ses captifs les plus célèbres. À la fin du XVIIe siècle, c'est ici que le Masque de Fer, personnage historique légendaire, est incarcéré sur ordre de Louis XIV. Mais avant d'intégrer sa cellule, c'est à un autre endroit du fort qu'il a été gardé. Christophe, où est-ce que tu m'amènes maintenant? Alors là, on va dans un lieu qui est très spécial, qui est très confidentiel, et c'est l'ancien cachot du fort, là où le Masque de Fer a été enfermé au tout début de son séjour ici, avant d'intégrer sa cellule. Alors voilà le fameux cachot, un endroit très confiné. Il n'y a pas de lumière, quoi. Il n'y avait pas de lumière. La fenêtre est quand même toute petite, ouais. Donc c'est tout petit, ça fait face au nord. Alors, oui, tu imagines, en hiver, il va occuper cet endroit pendant quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas très bien. Une pièce rudimentaire qui ne sera qu'une transition pour le Masque de Fer, car on lui prépare en réalité un tout autre espace. Donc voilà la fameuse prison d'État qui est construite pour le Masque de Fer, mais vraiment spécialement pour lui, quasiment sur mesure, on peut dire. Ah oui, on est loin du cachot, là. Oui. Ah oui, là, on a du volume, on a de l'espace, on a de la hauteur sous voûte. C'est complètement différent. Et c'est là qu'on se pose des questions. Comment ça se fait qu'on lui crée une cellule comme celle-ci? Il arrive ici sur l'île en avril 1587, et le geôlier, le gouverneur du fort, en fait, le geôlier Saint-Marc, dit dans un courrier « ce sont les plus belles cellules d'Europe ». Oui, il a une cheminée, il a des latrines. Mais alors, avec toutes ces précautions qu'on prend alors qu'il est prisonnier, c'est qui? Ouais, c'est qui ce Masque de Fer? C'est la grande question. C'est 3 siècles et demi d'enquête policière, on va dire, pour essayer de déterminer l'identité du personnage. On connaît à peu près certainement son nom, Eustache d'Auger, qui est un nom quasiment inconnu. Donc ça ne nous avance pas à grand-chose. Il faut encore dire qui est ces personnes. Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il a fait pour être emprisonné à vie, puisqu'il va mourir en prison à la Bastille? Pourquoi est-ce qu'il porte un masque? Et aussi, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas tué? Des questions qui restent à ce jour sans réponse. Son traitement de faveur nourrit la légende qu'il serait le frère de Louis XIV. Mais la cellule du Masque de Fer a bel et bien enfermé avec elle l'éternel secret. Voilà, je t'invite à... on va te libérer maintenant. De retour à l'extérieur, profitez des points de vue exceptionnels que le Fort Royal offre sur la baie Canoise. Un lieu chargé d'histoire à ne surtout pas manquer. Cap à l'Est à présent, à la découverte de Nice, la capitale azuréenne à la renommée internationale. Célèbre pour sa douceur de vivre, mais aussi pour son riche patrimoine architectural. Un patrimoine que vous pourrez tout particulièrement observer en vous rendant à 2 pas de la mer, dans son quartier le plus authentique. Le Vieux-Nice est le quartier le plus ancien de la ville. Très bien conservé, il fait aujourd'hui le bonheur des promeneurs d'un jour qui aiment se perdre dans le dédale de ses ruelles étroites. Alex connaît le Vieux-Nice par cœur. Ce passionné d'histoire est né ici et savoure chaque jour son bonheur. Une passion qu'il partage avec son amie guide, Véronique. Entre nos 2 complices et le Vieux-Nice, le coup de foudre est pour le moins total. C'est une ville à lire. Oui, c'est une ville à respirer. Les façades jaunes avec ce ciel bleu, c'est quasiment une carte postale. C'est au XIIe siècle que la population, auparavant installée sur les collines, choisit de s'établir sur les pentes occidentales de la ville. Les habitants construisent alors des maisons élevées et resserrées, encore visibles aujourd'hui. Des maisons qui démontrent l'ingéniosité des architectes de l'époque. Une superbe clim niçoise. Oui, tout à fait. Les maçons de l'époque avaient réussi à climatiser le Vieux-Nice et les habitations du Vieux-Nice. C'est cette ouverture au-dessus de la porte qui permet à l'air de la rue de pénétrer dans l'édifice. Derrière la porte, il y a ces sortes de cours intérieurs qui sont des puits de circulation d'air. Et l'air va circuler et va permettre, en été, lorsqu'il fait chaud, de rafraîchir l'intérieur. Et en hiver, il va réguler les températures pour atténuer les amplitudes thermiques.
Donc on a le toit surchauffé, le soleil qui n'arrive jamais ici et ça nous fait une circulation d'air. Alors je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais en tout cas tu as tout compris. Suite de la visite devant un autre trésor du Vieux-Nice, le palais Lascaris. Une incroyable demeure aristocratique édifiée au XVIIe siècle pour l'une des premières familles de la noblesse niçoise. Regarde la richesse de ce décor, le joyau du Vieux-Nice, le joyau à l'échelle de la France. Hein. C'est une rareté, une architecture civile baroque aussi riche, c'est rare. Alors on peut regretter une chose, c'est le manque de recul pour pouvoir admirer cette merveilleuse façade avec l'étage noble qui se détache, qui se distingue, ses balcons. Et tu as remarqué qu'il y a des figures humaines sur le côté? Exactement, au niveau des chambranles. Mais là, tu as l'œil. Tout le monde ne le voit pas, mais ça, c'est caractéristique de ce délire baroque. À l'intérieur, le délire baroque se poursuit. Fresques au plafond, escalier monumental, tout invite à la contemplation. Je suis venu 10 fois, 20 fois ici, c'est toujours aussi beau et je n'ai toujours pas tout vu. Tu as raison, ici tout est à voir, du sol au plafond, dans une mise en scène théâtrale extraordinaire. Donc les nobles niçois avaient quand même envie de montrer qu'ils étaient nobles. En tout cas les Lascaris tout particulièrement, puisque ils ont racheté plusieurs bâtiments pour faire un grand palais de dimensions impressionnantes avec 2 cours intérieures, ce qui est rare. Et nous avons les trompe-l'œil des plafonds, les grisailles, les masques, qui répondent d'ailleurs aux masques de la façade. Que tu m'as montré tout à l'heure. Que je t'ai montré tout à l'heure. On a une richesse de décor exceptionnelle. Un palais comme celui-ci, c'est l'exception. Il y en a qu'un. C'est un chef-d'œuvre. Classé monument historique, ne manquez pas d'aller jeter un œil à ce chef-d'œuvre aujourd'hui transformé en musée. Pour la fin de sa visite, Véronique réserve à Alex une dernière surprise de taille. On va aller là-haut. Là-haut? Ouais, là-haut. Tu me mènes au 7e ciel. Direction la tour Saint-François, bien connue des Niçois. Ce qui l'est moins en revanche, c'est la vue qu'elle offre en son sommet. Car la tour est encore fermée au public. Alors tu es prêt, Alex? Tu es certaine? Ça vaut le coup. Là-haut, on sera récompensé. On y va? Allez, je te suis. 194 marches à gravir, mais à l'arrivée, perchée à 42 mètres de hauteur, l'ascension vaut le détour. C'est absolument superbe là. On est privilégiés quand même, hein? Donc c'est toi qui me montres le panorama secret des Niçois. Une vue privilégiée que la ville prévoit d'offrir à tous les visiteurs. De quoi vous donner définitivement envie de venir succomber au charme du Vieux-Nice. À seulement 20 minutes de là, Alex a choisi de nous faire découvrir un monument phare de la région. Une villa les pieds dans l'eau qui invite au voyage. Figure de proue de la ville de Beaulieu-sur-Mer, la villa Kérylos, construite comme un palais de la Grèce antique, est un bijou d'architecture posé sur la mer. Pour en percer tous les mystères, quoi de mieux qu'une guide grecque? Cela fait 25 ans que Vassiliki a quitté son pays natal pour s'installer ici. Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as de travailler et de vivre ici? Bien sûr, tous les jours, je suis très heureuse de venir ici travailler, mais surtout, je suis très heureuse pour mes compatriotes. Les Grecs, quand ils arrivent ici, ils n'arrivent pas à croire qu'ici, en France, ils ont quand même un morceau de la Grèce et tellement, tellement beau, parce que c'est surtout cette beauté qui nous surprend quand on arrive à la Villa Kérylos. Construite entre 1902 et 1908, la villa est née dans la tête d'un archéologue français du nom de Théodore Reynac, passionné par la Grèce antique. Pourquoi a-t-il choisi ce lieu sur la Côte d'Azur, ce lieu spécifique? Mais parce qu'ici, la mer lui rappelait la Grèce, l'endroit ici, Beaulieu-sur-Mer, lui rappelait beaucoup la Grèce, les îles, surtout les îles des Cyclades. Et bien sûr, la villa était faite comme les maisons des îles des Cyclades.
Un lieu inspirant pour l'archéologue qui a laissé ici partout libre cours à son idée folle, à l'extérieur comme à l'intérieur. Est-ce que tu peux me faire visiter ta maison? Bien sûr, Alex, Allez, on y va. allons-y. De manière traditionnelle, la villa s'organise autour du péristyle, une vaste cour intérieure entourée de 12 colonnes en marbre de Carrare. Grâce à son savoir et à ses nombreuses lectures, Théodore Reynac a reproduit fidèlement dans chaque pièce le mode de vie dans l'Antiquité grecque. Nous entrons maintenant dans le salon réservé aux hommes, l'Ambron. On venait ici pour discuter, surtout autour de la guerre, autour de la politique, autour aussi de l'amour, mais on venait ici surtout pour se trouver entre hommes. On parle entre hommes, les femmes sont-elles dans une autre pièce? Les femmes et les enfants étaient au gynécée. Dans la villa Guérilos, il n'y a pas un gynécée, mais Théodore Reynac a fait cette salle pour nous montrer les coutumes grecques. Un décor soigneusement pensé jusque dans ses moindres détails. Alors, ce qui m'a surpris en rentrant dans la pièce, c'est voir ces tables à 3 pieds. Je trouve ça très malin, mais pourquoi 3 pieds? Les Grecs avaient préféré les tables à 3 pieds parce qu'ils pensaient que c'était beaucoup plus stable. Une table à 3 pieds bouge moins quand par terre il n'y a pas de mosaïque, quand il n'y a que de la terre. Toujours avec du bois précieux, citronnier, poirier ou orangé. Comme on refait en Provence maintenant. Eh oui. Un intérieur qui allie demeure antique, mais aussi confort moderne. Mais attention, pas question qu'il soit visible. Aujourd'hui, je vois de la lumière. C'est un peu anachronique, cette électricité, non? Oui, Théodore Reynac a fait installer tout de suite l'électricité, mais il a caché les boutons, les interrupteurs dans le mur. Les Grecs s'éclairaient à l'huile d'olive ou avec des torches. Il n'a pas voulu montrer des choses anachroniques. Malin. On y va, on continue la visite? Pas d'anachronisme non plus dans les termes privés de la villa, qui évoquent à eux seuls une coutume grecque ancestrale. Le terme grec veut dire chaud, parce qu'il y avait l'eau à la vapeur. Les Grecs venaient ici surtout les soirs, avant le dîner, pour prendre un bain collectif. C'était un moment agréable de détente. Des termes qui ont été eux aussi modernisés par l'architecte, mais discrètement. Je ne vois pas de robinet. Par où l'eau arrive? Les robinets sont cachés au-dessous de chaque grille. Et en ouvrant un robinet, l'eau montait par ces grilles centrales et elle partait du même chemin. Donc l'eau monte au lieu de descendre. Exactement. Aujourd'hui classée monument historique, la villa Guérilos et sa terrasse, à la vue imprenable, vous attendent de pied ferme. Je te laisse passer. Une parenthèse grecque inattendue qui vous séduira à coup sûr. C'est extraordinairement beau chez toi. Que peux-tu rêver de mieux? La Grèce. D'accord. Nous sommes en Grèce. Après cette escapade antique, rien de tel que de revenir les pieds ancrés en territoire niçois, en vous offrant une douceur typique de la région. Sur les hauteurs de Nice, Alex a rendez-vous chez son ami Pierre, passionné comme lui par la gastronomie niçoise. Ciao Pierre. Oh Alex. Messieurs, comment vas-tu? Ça va? Que me laisse pour toi? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Des blés pour que tu me fasses la tourte. Oh, elles sont bien fraîches. Attends, je vais voir un peu. Parfait. On y va, on fait la tourte de blette. Ah ouais. La tourte de blette est l'un des desserts les plus célèbres de Nice. Une pâtisserie sucrée-salée qui fait ici partie du patrimoine. Quand même, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a autant de tourtes de blette qu'il y a de familles. Moi, je vais te faire goûter la mienne. Hein, et puis, tu me diras si elle te convient. Si elle ne te convient pas, tu iras la manger ailleurs. Hein. Je sais qu'elle va être bonne. Allez, on y va. Allez, alors, tu dans la attaques tourte de par blette, quoi? Ouais. eh ben, on va attaquer, on va faire la pâte. Pour réaliser la pâte brisée, rien de plus simple. De la farine, du sucre glace, un peu de levure et une pincée de sel. Le tout est mélangé dans un robot, auquel il faut encore ajouter du beurre, des œufs et de la fleur d'oranger. Sent comme elle sent bon l'autre fleur d'oranger. C'est un régal, ça. C'est un régal. Juste le temps que la pâte se repose et la recette peut continuer. Maintenant, il y a du travail. Il faut nettoyer les blettes. Allez, on va se les faire. Comme ça, on va se faire. Regarde. Allez. On garde juste le verre de la blette. Alors, c'est important d'avoir toujours ces blettes dites à couper, hein, qui se régénèrent au fond du jardin. Tous les Niçois en ont un petit carré. On la coupe au fur et à mesure et puis 15 jours après, elle a repoussé sur ses racines. Et c'est à l'ancienne que Pierre aime essorer les blettes.
Tu te souviens comment faisait Mémé pour égoutter les blettes? Regarde, on va le faire. Dans le panier. On va le faire. Mémé, elle faisait comme ça. Mais elle le faisait dehors, dans le jardin. Hein. Là, on profite qu'on est dans la cuisine, on baptise la cuisine, mais voilà. Elle faisait, voilà. Tu profites que ton épouse n'est pas là. Après quelques minutes à feu moyen dans une casserole, les blettes sont fin prêtes à être hachées Voilà. pour rejoindre la farce. Ma blette, elle est parfaite. Tu vois, comme notre gros panier, il reste plus grand-chose. On en a juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour faire une petite farce, tourtière. Hein. Allez, on y va avec la chapoulière de Mémé. Tu sais le faire? Allez, vas-y. Allez, que Dieu la sueur. Une découpe là aussi à la traditionnelle. Ça va bien? Ça va bien comme ça. Ça te va? Voilà, notre farce, elle est belle, exactement comme il va falloir qu'on l'utilise. Aux blettes, Pierre ajoute des raisins, des pommes, des pignons de pain et un peu de sucre. De quoi donner vie au mélange sucré-salé. Notre farce est prête. Ne reste plus qu'à assembler le tout. Tu sens comme elle est parfumée? Ouais. On sent l'odeur de fort d'oranger qui s'exhale là. Rien qu'à l'odeur, j'ai la beuve qui monte. Ah, cette odeur, c'est extraordinaire. Étaler la pâte est plus difficile qu'il n'y paraît. C'est une pâte délicieuse et fragile. Très fragile. Elle est pas mal quand même. Pierre dispose la farce sur sa pâte étalée et recouvre le tout d'une autre couche de pâte. Pour la touche personnelle, c'est de nouveau à ses souvenirs qu'il fait appel. Alors il y a un secret là. Ma grand-mère, tu vois, elle prenait une fourchette, elle faisait le décor comme ça, qui permettait en même temps de souder les bords. C'est ça la transmission du savoir-faire. Voilà. C'est parti pour 20 minutes au four à 180 degrés. Juste le temps pour Alex de préparer la table. Un peu de sucre glace avant la dégustation tant attendue. Regarde, on va se régaler. On va se régaler. Alors, quel morceau tu préfères, Alex? Du milieu ou un petit morceau de trottoir? Moi, j'aime bien qu'il y ait un petit coin de croustillant. Voilà, mais puis peut-être un peu... Et puis tu vas goûter l'intérieur, parce que sinon tu auras le goût du trop peu. Pierre, c'est aussi bon que beau. La tourte de blette, elle a cette caractéristique, c'est qu'elle est encore meilleure, froide, et le lendemain... On a beaucoup de plats niçois d'ailleurs. Exactement. Le farci, le tien, la Exactement. daube, c'est meilleur le lendemain, mais après c'est bon le jour même aussi. Hein. Tu reviens quand tu veux, on la refait ensemble. Bah, tout à l'heure. Ma grand-mère disait, si on a tout fini le plat, c'est que je n'avais pas fait assez. Femme de bon sens. Après cette escapade gourmande, offrez-vous une balade digestive. Suspendu au-dessus de la mer, le petit village médiéval d'Èze est le point de chute favori des promeneurs niçois. Pour partir à l'assaut de ce bourg escarpé, il faut s'armer de courage. Mais le charme suranné de ces ruelles fait vite oublier l'effort. Pour découvrir tous les secrets de ce village construit au XIIIe siècle, Alex sait qu'il peut compter sur Patrick, véritable amoureux des lieux. Bonjour Alex, ça va? Ça va avec toi? Ça va. Alors, comme lieu de rendez-vous, c'est facile. Là, le seul endroit plat du village, hein, le Planet. J'ai trouvé facilement. Tu t'es rafraîchi un petit peu? Un tout petit peu, Hein? ça fait du bien parce que ça monte beaucoup pour venir chez toi. Oui, il y a beaucoup de marches. Hein. Mais tu sais que cette fontaine, les gens ne l'ont pas depuis très longtemps, hein. Ça fait depuis 1930 seulement. Car jusqu'à la fin des années 20, Èze est en effet un village agricole isolé, plutôt rudimentaire. Auparavant, il y avait une fontaine en bas et il fallait que les ânes montent l'eau jusque dans le village. Autre époque. Autre époque, oui. Il faudra attendre 1952 pour que tout le village soit enfin doté de l'eau courante. Comme partout dans la région, on disait « Aki lai gaes d'or », ici l'eau est d'or. Et tout à fait, oui, c'est une denrée précieuse. Hein. Oui. On Je te continue suis la visite? avec grand plaisir. Aujourd'hui, cette époque est lointaine. Mais sans doute la situation géographique de ce village isolé a participé à son charme. D'illustres esprits se sont promenés ici, et ce, dès le 19e siècle. Ici, nous allons arriver sur le sentier de Nietzsche. Célèbre sentier de Nietzsche. C'est en 1883 que le célèbre philosophe découvre le village. Il est malade, il est syphilitique et il vient chercher les endroits qui sont tempérés. Il loge à Nice, il va prendre le train et il va gravir ce sentier. Il va dire que ça va être une des montées les plus pénibles.
Mais il va dire aussi que pendant cette montée, il va terminer la dernière partie de son livre, Ainsi parlait Zarathustra. Ce sentier escarpé qui monte à ce village perché fait en effet écho à son personnage de Zarathustra, un poète retiré dans la montagne. Au milieu des oliviers et des chênes verts, inspiré par les lieux, le philosophe écrit donc ici des pages de son livre qu'il qualifiera lui-même de décisives. Zarathustra, à un moment, dit toute la connaissance que j'ai, je l'ai appris du soleil qui plonge son or dans la mer. Et quand vous descendez ce sentier en fin d'après-midi, vous voyez toute la mer qui devient dorée. Et là, on comprend la citation de Nietzsche dans ce livre. Je l'imagine avec ses petites lunettes bleues, le petit collier en cuir, l'écritoire en train d'écrire ses phrases. Et d'éviter les cailloux en même temps. Ça ne va pas être facile, hein? Oui, tout à fait. Pour arriver jusqu'à la mer et marcher sur les traces de Nietzsche, il vous faudra 45 minutes. Comptez un peu plus pour la remontée. Une remontée qui n'est d'ailleurs pas encore finie pour nos deux hommes. Donc là, je t'emmène tout en haut du village d'Aise, à 429 mètres au-dessus de la mer. Une ascension que notre guide ne va pas regretter. C'est merveilleux, non, ici. Tu as une chance extraordinaire. Une des plus belles vues de la Côte d'Azur, je sais. Hein? Écoute, moi, je me régale. Ah là, oui. On resterait des heures à admirer, à contempler ce paysage. Un panorama exceptionnel qui referme merveilleusement notre parenthèse enchantée en Côte d'Azur. C'est un des 100 lieux qu'il faut voir, là. Voilà. Ne manquez pas, vous aussi, de venir découvrir cette région haute en couleurs, tantôt surprenante, souvent envoûtante, mais partout inoubliable.